Là, là, nous sommes en enregistrement. Ça va être très amusant parce que... Il faut cliquer sur enregistrer. Oui, j'ai cliqué. De me mettre devant la caméra, moi. Ah. D'accord. C'est bon. Tu vois, c'est là-haut. Oui. Voilà. Ah oui, c'est parti. Tout à fait. Donc là, nous sommes déjà en route. Donc je vous proposais à travers un petit courriel récent à l'ordre du jour, donc déjà de vous présenter les travaux dirigés de Neuroconnectique en répondant au maximum de vos questions. Et donc, je vous invite évidemment à en poser si vous en avez. Donc, alors je rentre un peu dans la présentation. Serge pourra évidemment compléter. Grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir, toutes les 2 semaines, nous retrouver et pratiquer donc, d'une part, un travail d'auto-observation et d'autre part, un travail d'expérimentation basique. Alors, auto-observation déjà, c'est-à-dire par exemple, là je parle et dans ma machine, il y aurait par exemple des gestes comme là, je joue. Eh bien, en général, on ne sait pas qu'on a des gestes. C'est un automate qui s'exprime. Et soudainement, il y a quelqu'un qui va nous dire « As-tu remarqué tes gestes ?» Alors, là, ce sera la neurofonction numéro 4, qui va être celle des mouvements corporels qu'on va travailler le 4e jour. Pardon. Donc, on va se dire que chaque jour de la semaine, on va travailler une neurofonction. Ça, ce sera le premier cours. Donc, la quinzaine de jours, on prendra rendez-vous. Et travailler une neurofonction, ça veut dire se dire « j'observe toute la journée tel ou tel mécanisme en moi ». Alors, le mécanisme en soi, c'est chez Stéphane, le mécanisme en soi que l'on peut observer, il y a plusieurs méthodes. On l'a notifié dans un livre, d'ailleurs, je vais essayer d'attraper, qui est par là, d'ailleurs, j'aurais dû anticiper et vous présenter avant. Voilà, c'est ce livre-là, donc Neuroconnectique enseignement, qui a été publié en 2016 aux éditions universitaires européennes. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de mal de ces éditions. Cela dit, pour pouvoir y entrer, il faut montrer qu'on a une validation universitaire. Ensuite, on a quand même un suivi. Et enfin, eh bien, il y a en plus, un petit peu comme un article qu'on publiait dans une revue, une certaine somme à payer. Donc, c'est pour moi une édition bien. Mais bon, il y a des gens toujours qui ont des problèmes psychiatriques qui essaient de dire que tout est mal. Donc, parenthèse sur l'éditeur. Mais cela dit, eh bien, dans ce livre, on a essayé d'exposer beaucoup d'idées, à savoir précisément ce que je commençais à vous dire. La présentation donc du cours, c'est au début une première séance de travail dirigé, avec dedans donc, 7 neurofonctions, 7 jours de la semaine. Évidemment, on aurait pu en prendre d'autres, mais on a pris celle-ci de manière aléatoire. Alors, je me présente aussi un peu comme Johann Gregor Mendel quand il invente la génétique. Il travaille avec des petits pois, et puis quand ensuite on en est maintenant, un siècle plus tard ou un siècle et demi plus tard, à travailler la génétique à travers le génie génétique, ben on va dire oui, mais là c'était vraiment des balbutiements. Pour moi, c'est pareil. Évidemment, je vous invite à un travail balbutiant, en ayant conscience qu'il est balbutiant et qu'il va falloir l'améliorer. Donc, on a pris cette neurofonction au hasard, si je puis dire. Un jour, quelqu'un nous disait, mais on pourrait travailler, j'ai eu des cours à HEC, spécialité le luxe, spécialité dans le luxe, le parfum, me rappelle Serge, et cette fille-là disait, mais pourquoi vous n'avez pas travaillé sur l'odorat? Alors, l'odorat, comme vous le savez peut-être en termes de neurobiologie, l'odorat et le goût passent par le rhinencéphale sans passer par le thalamus. Donc il n'y a pas la gare de triage qu'on retrouve dans les autres sens, les autres appareils sensoriels. Évidemment, c'est différent parce que ça ne permet pas les réentrances neuronales qui nous intéressent. Par contre, ça peut être très intéressant quand on pense à la Madeleine de Proust. Donc avoir une conscience des souvenirs, des émotions qui nous bouleversent. Donc ça, c'est très riche. Mais bon, donc on a pris certaines neurofonctions, on n'en a pas pris d'autres. Et peut-être que plus tard, on travaillera mieux des gens
affineront la nouvelle discipline en disant ça, on peut le greffer ici ou là. Par exemple, on sait que le système auditif, c'est un système nasal qui s'est développé autrement. Impressionnant, mais c'est comme ça. Donc, on se rend compte qu'il y a des mécanismes dans la construction, j'ai envie de dire, épigénétique, fondamentalement, de l'évolution du vivant qui est assez étonnante. Donc, voilà cette neurofonction à la base. Alors, je commençais à vous dire, et j'y reviens, comment capturer cette neurofonction. Il y a des gens qui se sont dit, on va travailler sur, je prends toute une matinée, j'essaie d'être attentif à, par exemple, je parlais du mouvement, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez simple, il y a le mouvement corporel en l'occurrence, puisqu'après on travaillera sur le mouvement intellectuel, le mouvement conceptuel, le mouvement émotionnel et motivationnel, mais commençons par du très simple. Et donc le mouvement, je peux me dire, tiens, je prends conscience que j'ai un mouvement, mais j'en prends conscience peut-être parce que j'ai pu le stopper, peut-être parce que ce mouvement, il est aussi cadré, je dirais. J'ai décidé qu'à 9 h du matin, à 11 h du matin, drink, j'ai mon réveil, mon smartphone qui va sonner pour me rappeler de ce travail intérieur. D'autres gens avaient travaillé sur un processus aléatoire. Ça sonne, on ne sait pas quand, et il y en avait un d'ailleurs qui me racontait qu'il était en pleine réunion de travail, il était c'était un peu gênant, conseil d'administration de son entreprise, et bip bip. Ah oui, oh, là, je veux être conscient de moi, mais je ne peux pas être conscient de moi et être attentif. C'est assez interpellant ce qui se passe parfois, mais voilà à peu près le schéma global. Par ailleurs, donc je reviens alors, mais tout ça, on en reparlera petit à petit, rassurez-vous, ce sera relancé, redit et expérimenté, et donc dit plusieurs fois selon vos expérimentations, enfin, de base, aux uns aux autres. Mais comme je disais, le fondement, c'est l'auto-observation. Et l'auto-observation en 2 temps. Alors pourquoi tous les 15 jours? Là, on travaille sur un élément qui est aussi dans le livre que je viens de vous citer, donc sur le neuroconnectique enseignement, à savoir que dans ce qu'on appelle la théorie de l'apprentissage, on s'est rendu compte, ça fonctionne sur des fourmis, ça fonctionne sur des souris, ça fonctionne sur des grands singes comme nous, sapiens. Nous apprenons quand nous dormons. Nous apprenons quand nous n'apprenons plus. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, si jamais on essaie d'apprendre, on se force, on n'y arrive pas, on se repose, et là, le phénomène de mémorisation fonctionne très bien. Pourquoi? Alors, analyse des neuroconnecticiens, au début, on s'est rendu compte que si jamais j'essaie d'apprendre à être attentif ou attentive à moi-même, qu'est-ce qui apprend? Comment ça fonctionne? Il y a un mécanisme volontaire, c'est la volonté qui est en route. Donc, il y a certaines structures du cerveau qui s'activent pour je vais être attentif ou attentive, je vais être auto-observateur, auto-observatrice. C'est à 2 de veille. Mais ce qui devient intéressant, c'est que parfois, je passe une semaine, comme je vous le disais un petit peu avant, avec 7 neurofonctions que j'essaie d'observer chaque jour, celle-ci, celle-là, 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 mais j'arrive pas. J'arrive à la fin de la semaine, je suis très très en colère. Ah, j'ai pu être absente toute la journée, je n'étais pas dans moi-même, ou j'étais absent à tel moment où je voulais justement être concentré, ou bien j'ai eu 3 rappels dans toute la journée, j'ai presque aucune information sur comment ma machinerie biologique et psychologique fonctionne, donc on va travailler dessus. Et voilà que la semaine suivante, on recommence les mêmes attentions portées sur les mêmes 7 neurofonctions, et là, surprise, on commence à réussir. Pourquoi? Parce qu'on est plus sur un mécanisme de volonté, mais sur un mécanisme d'intentionnalité. Donc c'est plus je percute, c'est j'englobe le tout. Ce n'est pas les mêmes réseaux, c'est le précurseur par exemple qui fonctionne, ce ne sont pas les mêmes réseaux neuronaux. Et donc là, on retient, là, on réussit, là, on est présent à soi-même, on présente, et là, on arrive justement à auto-observer. Et ensuite, alors, on peut passer à la suite du programme. La suite du programme, quand on a plusieurs paramètres, je disais par exemple les mouvements. Et entre 2 mouvements, il y a des postures. Et quand on arrive à observer en soi-même les mouvements et les postures, donc on est neurofonction 4, neurofonction 5, on en reparlera, eh bien, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir réaliser à quel point il est possible de jongler de l'une à l'autre, et donc, à un moment donné, de connecter l'attention portée à l'une et à l'autre. Je peux être attentif ou attentive
au mouvement de la bestiole, de l'animal dans lequel je me réveille chaque matin, et attentif ou attentive aux postures qui sont la marque de cet animal-là. Ce qui permet plus tard d'arriver au stade 3 de veille, on va modifier nous-mêmes librement. Au début, c'est une copie, c'est un entraînement, mais au bout d'un moment, la liberté apparaît, modifier les programmes, les sous-programmes. Voilà, je vous ai un petit peu présenté le tout, je ne sais pas si Serge, tu veux rajouter. Oui, alors je vais juste revenir sur les moments que vous allez consacrer à ce travail de neuroconnectique. Et je voulais ajouter que ces moments au début, il faut que ces moments soient des moments assez calmes pour pouvoir. Et ensuite, on va travailler crescendo. Donc, qu'est-ce que j'entends par assez calme? Les moments où vous allez vous retrouver seul. Par exemple, je vous donne mon exemple qui est personnel. J'utilisais les moments de voyage pour aller de domicile à mon travail, pour pratiquer, donc pour m'essayer, pour expérimenter les différentes neurofonctions à travailler le jour de la semaine, dont on vous les donnera la semaine prochaine. Donc il y a une neurofonction par jour. Dans 2 semaines, il y a une neurofonction par jour à travailler. Et donc, c'est des moments vraiment, au début, calmes. Donc là, j'ai Josiane, une amie qui prend aussi des cours de neurocognitive et qui n'est pas dans ce groupe. Elle, je lui ai conseillé de travailler le matin, c'est une retraitée, je lui ai conseillé de travailler le matin lors de son petit déjeuner. Elle est seule, et donc corporellement, parce qu'on va commencer par les travaux sur les neurofonctions corporelles, et donc corporellement, elle va s'entraîner pendant son petit déjeuner. Voilà, c'est pour vous donner des idées sur ces plages que vous allez consacrer à la neuroconnectique. Donc, il y a aussi la décision. C'est une décision que vous prenez de consacrer donc un temps à cette discipline. C'est donc une décision envers vous-même. C'est une prise de conscience. Je vais travailler pendant ces moments-là. Ça, c'est très, très important. Alors, coucou à Soum qui nous a rejoint. Soum, juste pour te dire, nous sommes filmés. Est-ce que tu acceptes d'être filmé? Je ne t'entends pas. Pour l'instant, je vois le... Tu n'as pas coupé le son. Tu as coupé le son, mais tu n'as pas... Oui, c'est bon? D'accord. Oui. Tous les autres ont dit oui, mais si quelqu'un dit non, il peut évidemment fermer sa caméra. Donc, je continue, juste j'en ai pour un... Ah d'accord, vas-y. Après, vous pourrez poser des questions, c'est ça que je... Et donc, ce moment qui sont ces moments que vous allez consacrer par une décision claire, nette, précise dans votre emploi du temps à ces expériences, crescendo, petit à petit, vous allez les amener dans votre quotidien. Mais ce ne sera pas tout de suite. Au début, c'est vraiment un moment qui est là pour vous, avec l'expérience. Donc, pour que vous puissiez en profiter pleinement pendant un petit déjeuner, 1 heure, un trajet, en lavant la vaisselle. Mais il faut prendre la décision. Hein. Il faut vraiment que c'est ce moment-là tous les jours. Dans le moment, comme je l'ai dit un petit peu avant, il peut être très variable. Hein. Il y a des gens qui ont même testé, puisqu'on est dans le groupe numéro 8. Dans les groupes d'avant, il y avait une notamment qui avait joué avec son téléphone portable qu'elle avait installé en mode, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais je le redis, en mode variable. Donc soudainement, ça sonne, bip. Ah oui, c'est le bip là, c'est pour prendre conscience de moi. Alors aujourd'hui, on travaille sur, par exemple, je parlais de mouvement, on travaille sur la posture, on travaille sur la vision, par exemple. Eh bien, que vois-je? On va travailler sur la vision, évidemment. Alors, vos questions? Alors, moi j'ai une question. Donc, c'est vous qui définissez à chaque fois ce sur quoi on doit travailler et on travaille tous en même temps sur la même chose, ou bien on a éventuellement plusieurs options différentes et on choisit parmi ces options? Alors non, c'est très cadré parce que, évidemment, il faut pouvoir ensemble se retrouver en groupe pour pouvoir enrichir le groupe
en expliquant « j'ai vécu ceci, cela ». Je vous raconte une anecdote, il y en a un qui va nous rejoindre, c'est Amaury, il est à London, donc en Grande-Bretagne. Il avait travaillé avec moi, avec nous, avec Serge et moi, dans le groupe numéro 4 ou le groupe numéro 3, donc il y a déjà quelques années. On avait eu 2 groupes qui étaient avec beaucoup de jeunes gens de l'époque, évidemment, un peu moins jeunes, et donc on était nombreux. Et comme il se trouvait en tant que Français banquier à la City, il devait traverser la rue et il nous a raconté une anecdote extraordinairement intéressante que nous n'aurions pas pu ailleurs évoquer. Quand on doit traverser une rue en Grande-Bretagne, on a le réflexe, quand on vient de France ou de Belgique, par exemple, de tourner la tête à gauche. Je vais vers Isabelle pour évoquer la Belgique, mais on tourne la tête à gauche, puis à droite. Et en Grande-Bretagne, non, il faut surtout tourner la tête à droite d'abord. Voilà, c'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir tous le même cadrage. Donc, tel jour, telle neurofonction qui est donc d'abord à auto-observer, tel autre jour, telle autre neurofonction, et puis plus tard, comme je disais, des connexions entre telles et telles neurofonctions de manière un peu plus complexe, mais tous ensemble absolument, puisque ça permet cette richesse des uns et des autres, disant « Ah, moi j'ai découvert ceci, moi j'ai exploré cela ». Ok, merci. Aussi à Londres, alors j'ai des petites anecdotes aussi comme ça par rapport à la façon de conduire qui est parce qu'effectivement quand on est piéton c'est déjà une chose, mais quand on conduit c'en est une autre. Et j'ai vu les changements même dans ma façon de penser en habitant au UK qui se modifiaient. En fonction effectivement de travailler avec la main droite ou la main gauche, et les perceptions sont différentes. Peut-être que c'est pour cette raison que les anglophones, enfin les Anglais sont peut-être plus pragmatiques que les Français, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à chercher là-dedans, de manière comportementale, si ça fait évoluer les choses, le fait d'avoir une coordination de mouvement qui est inversée. Pour le Britannique, c'est son système à lui, donc pour lui, il n'a pas conscience d'être inversé, mais ce qui évolue, on sait, l'évolution, elle est toujours... je reprends une terminologie d'ailleurs de Jacques Biot, qui était le président de Polytechnique, il parlait de... on appelait ça, il avait une formule à lui qui me plaisait beaucoup. La science apparaît à la croisée des chemins. Et c'est véritablement tout ce qui est multidisciplinaire. Quand on a un domaine et un autre, là, on est en fragilité puisqu'il y a 2 domaines. Et c'est là que peut apparaître la nouveauté. Et l'individu qui est dans un automatisme, c'est même pas qu'il est dans un automatisme, mais dès qu'il découvre un autre automatisme, c'est là toute la richesse des gens qui sont cosmopolites ou qui vont simplement émigrer d'un pays à un autre, leur tradition est une nouveauté. Et là, le cerveau est obligé de se promener entre les deux, et donc génère une intelligence nouvelle qui part de là. Donc c'est vraiment la cause, enfin la source de cette richesse. En l'occurrence, d'ailleurs, une petite parenthèse, ça peut être intéressant de l'évoquer là maintenant. Une grande découverte de la neuroconnectique, c'est que dès l'instant où j'essaie d'observer une fonction dans mon mécanisme, puis d'observer une autre fonction, en général, l'observation s'arrête d'un côté ou de l'autre. Alors, ce matin, par exemple, j'étais avec Stéphane ici présent, et on avait pratiqué donc une marche neuroconnectée. Donc, on marche dans une forêt, en l'occurrence, on marche vite, donc c'est musclé, et on discute. Mais on discute de façon, on va dire, musclée là aussi, c'est-à-dire des discussions profondes, intelligentes, voire même émouvantes. Donc on va travailler sur 3 domaines, corporel, intellectuel, mais aussi motivationnel. Et là, on s'aperçoit que souvent, la machine faiblit à un moment ou à un autre. Ça, j'ai testé plusieurs fois. Au bout d'un certain temps de marche, plusieurs kilomètres, je sais pas, 4, 5, 6 kilomètres, soudainement, on commence à fatiguer. Et là, on s'aperçoit, et je me souviens plusieurs fois, on n'arrive plus à parler intelligemment, on parle banalité, ou bien on ne parle plus. On se rend bien compte qu'on est passé d'un mode qui se voulait en double tâche à un mode monotâche. Une des 2 tâches qui fonctionne, soit c'est
la tâche intellectuelle qui domine. Donc on est discuté, mais on ne marche plus. On marche très lentement. On est devenu papier et même. Ou alors c'est le contraire. On a la tâche corporelle, là, ça crapahute, mais alors intellectuellement, oula, c'est sans aucun intérêt. Et ce qui est difficile, c'est de garder les deux. Mais quand on essaie de garder les deux, il y a une émergence darwinienne d'un nouveau moi-je, donc un nouveau réseau neuronal d'auto-référence, auto-identifiant, qui apparaît et qui, là, est justement le fondement d'une conscience autre que la conscience de l'automate. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que là, on génère une nouvelle humanité, une humanité capable d'être consciente de soi-même et de l'autre. C'est beaucoup plus vivant. Je vais juste ajouter, la double tâche, c'est un passage d'une tâche à l'autre. Et ça va tellement vite qu'on a l'impression d'être dans les deux tâches en même temps. Et ça, c'est important ce que je vous dis, c'est vraiment un passage d'une tâche à l'autre. Donc, on ne cherche pas mentalement à être dans les deux tâches, on est juste là en train de vivre ce qui se passe en essayant de passer d'une tâche à l'autre. Et ça va tellement vite, je répète, on a l'impression d'avoir une seule tâche. Il n'y a qu'une seule tâche, il y en a deux. Alors, en effet, en 2004 ou 2005, j'avais eu un échange, quelques échanges d'Internet avec Étienne Quéclin, qui est un neurobiologiste qui s'intéresse à l'attention, et il m'avait écrit qu'il était absolument sûr de ce qu'il m'annonçait, à savoir que on a l'impression de simultanéité, mais ce n'est qu'une quasi-simultanéité. En fait, notre cerveau va très vite d'une tâche à l'autre. Mais attention, attentif à ci, attentif à ça, et ça nous donne l'impression d'être en double tâche. En réalité, il n'y a pas de double tâche fondamentalement en tant que telle. Mais il y a une telle rapidité, c'est un peu comme un film de cinéma. Il y a plein d'images, mais elles vont tellement vite qu'on a l'impression d'un film. Ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas de pensée, il y a pourtant les 5 sens qui sont en prise avec le réel. Donc ça voudrait dire que les 5 sont présents dans un flux continu de présence et que c'est seulement quand il y a la conscience mentale qui se focalise sur quelque chose que là, elle zappe par exemple de l'ouïe à l'odorat ou de l'odorat à l'ouïe. Et donc, ça veut dire que c'est à partir du moment où la conscience mentale se met en route. C'est une question, Delphine. Tout à fait, Stéphane. En soi, alors justement, je te remercie parce que c'est l'un des grands arguments de ce qu'apporte la neuroconnectique en tant que nouvelle discipline à ce qu'on connaît déjà, notamment en psychologie cognitive, c'est que, en effet, quand on vit et quand on s'exprime, tout fonctionne. Alors, le fameux mythe de on fonctionnerait à 10%, c'est une mythologie. En réalité, on fonctionne à 100%. Seulement, et c'est là, en effet, Stéphane, ce que tu ajoutes, c'est l'attention que l'on porte, en revenant sur ce que disait Sage un peu avant, la décision de réveiller l'attention, donc les aires décisionnelles frontopolaires, qui s'activent. C'est-à-dire que, en règle générale, oui, dans nous-mêmes, tout est attentif plus ou moins mécaniquement à ceci ou à cela automatiquement. Si jamais mon but dans la vie, c'est de, je sais pas, me promener sur un voilier, dès qu'on parle voilier, dès qu'on parle mer, dès qu'on parle voile, dès qu'on parle bateau, il se réveille et tout est en émulsion pour aller sur un voilier. Mais c'est un automate qui est dans cette configuration par rapport à des programmes et des sous-programmes qui le conditionnent vers ceci ou cela. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, à un moment ou à un autre, décider d'être justement attentif à soi-même, et à ce moment-là, on n'est plus pris ou prisonnier de ces programmes automatiques, et on peut se dire, il n'y a pas que les voiliers, si je puis dire. Et là, on peut commencer à avoir une capacité à être attentif, à être justement dans ces multiprogrammes, donc je dirais, ce que tu disais Stéphane, donc sensoriel, avec à l'écoute par exemple et le nez qui sent les odeurs, je prends ton exemple, mais là, cette attention-là, au lieu d'être une attention automatique, parce qu'il y a chez moi un gros programme pour chercher les odeurs et les sons par exemple, eh bien non, là ça va être je décide maintenant d'être attentif à, ce qui nous permet évidemment une plus grande acuité, et ce qui nous permet aussi et surtout de développer de nouveaux programmes, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de
explorer un peu l'animal dans lequel on se réveille chaque matin. Oui, le neuroconnectique, c'est la précision. C'est une décision très précise. Très précise, par exemple, Daphne le disait tout à l'heure, parlait de posture et de mouvement. Je décide précisément d'être attentif, d'auto-observer mes mouvements. Et c'est très précis. Ce n'est pas, je vais auto-observer, ce qui vient. Non, parce que c'est un vide. Là, il y a une idée, une direction, une décision. Vous nous entendrez beaucoup parler surtout moi, vous m'entendrez beaucoup parler de la décision, parce que c'est la clé de cette discipline. Vos questions, s'il en est? Aurélie? Non? Il n'y a pas de questions. Isabelle, moi, question. Isabelle? Alors, la décision suppose conscience. Dans mon activité de subconscient. Donc, apprendre on va dire, à s'observer et à se reprogrammer. Donc, ça suppose effectivement que on est sur la partie immergée de l'iceberg et pas forcément sur toute la partie submergée. Ce que moi, je travaille beaucoup de ce côté-là. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou qu'est-ce qu'on met en place en neuroconnectique pour toute la partie submergée? Grand silence. Moi, j'ai un peu une question un peu similaire. Disons que je vais juste essayer de répondre un tout petit peu. La neuroconnectique, déjà, on va travailler le conscient. Alors, il y a l'inconscient et le non-conscient. Il y a premièrement le conscient. Bon, c'est ce qu'on va essayer de travailler pour sortir de l'automate. Ensuite, il y a le non-conscient. Donc, c'est l'automate qui agit seul, qui bouge seul, qui parle de manière automatique, sans être là, sans s'accompagner. La neuroconnectique, elle est là pour nous amener vers la conscience, vers le présent, vers le réel. Tout ce qui se passe derrière, et là, c'est une intuition qui m'est venue quand tu étais en train de poser la question. Si je suis de plus en plus présent à moi-même, dans le moment, dans l'instant, dans le réel, je vais travailler aussi peut-être, parce que je ne le vois pas, je ne le sais pas, je vais travailler peut-être à d'autres niveaux mon inconscient. Mais je pense que tout ça est un tout. Et la neurocognitive, c'est vraiment, je le répète encore, se focalise sur le réel, sur le moment, sur l'instant. Par exemple, là, je suis là et j'observe mes mains qui bougent et je suis présent. J'essaie d'être présent aux mots que j'emploie pour vous parler, que ce soit les plus précis possible. C'est l'instant qui nous intéresse en neuroconnectique. Le réel, le moment. Après, on voit. Après, il y a des déclenchements d'intuition, d'autres particularités qui peut-être vont émerger et on en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Ok, merci. Stéphane? Oui, il me venait une remarque par rapport à ton début d'explication sur la neuroconnectique. C'était en relation avec l'auto-observation de ses préférences. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on commence à sentir, prévoir les préférences de pour reprendre tes termes, de notre biopsychomachine. Et ce que je me disais, c'est que la question, c'était plutôt, justement, est-on en mesure de maintenir une non-décision, c'est-à-dire une indétermination totale qui fait qu'il n'y a pas
Il n'y a pas d'engagement de la conscience à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc là, on entre justement peut-être dans la question du subconscient, je ne sais trop quoi, qui est à la lisière, qui n'est pas dans les mots, qui n'est pas dans une direction particulière. Voilà. Je ne sais pas ce que tu vas faire sur ce ça reprend ce que Lanfield a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a choisi 7 neurofonctions. Donc on aurait pu, il disait tout à l'heure, on aurait pu en choisir 10, on aurait pu en choisir 12. Mais pour l'instant, on en a choisi 7. Et comme Lanfield le disait, peut-être que d'autres vont enrichir la discipline avec de nouvelles neurofonctions, l'odorat, le goût, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, on va habituer notre cerveau, parce qu'il n'est pas du tout habitué, hein, vous allez vous en rendre compte, il n'est pas du tout habitué à accompagner, par exemple, les mouvements, à auto-observer une posture, à être présent à notre vue, comment nous regardons, est-ce que nous regardons des couleurs, des formes, en relief, à notre présence par exemple, à nos contractions musculaires, à nos décontractions musculaires. Notre cerveau n'est pas du tout habitué à cela. Et donc, il faut commencer par l'entraîner avec ces neurofonctions qu'on a choisies, je vous l'accorde, de manière arbitraire. C'est Lanfield qui les a choisies de manière arbitraire. Pas tout à fait. Je pense qu'il avait ces petites idées derrière la tête en choisissant ces 7 premières neurofonctions. Mais il faut déjà commencer par ça avant de pouvoir enrichir. Il faut trouver des fondations. On va commencer, on construit, donc on a nos fondations, et ensuite on va pouvoir jouer, on va pouvoir créer. Et là, voilà, il faut commencer par le début. Alors ce que je voulais ajouter aussi, ce que disait Stéphane, et ça m'est arrivé, c'est une expérience qui m'est arrivée. On a 7 neurofonctions, une par jour. Eh bien, je me suis aperçu, oh, c'est le lundi, j'ai pas envie de travailler cette neurofonction-là, oh, je préférerais l'autre. Et puis, il y a eu un autre moment de gourmandise. Ah, je veux les travailler tout ensemble. Ah, pourquoi on ne travaille pas tout ensemble? Donc, c'est vraiment le mot discipline qui doit revenir en tête de gondole, si j'ose dire. Et donc, on doit se discipliner à s'auto-observer, à expérimenter de manière cadrée dans un premier temps. Et ensuite, on va sortir du cadre. Mais pas pour le moment. Au début, on va rester très cadré. C'est le plaisir de Venise, de la gondole. C'est pas mal. Mais oui, tout à fait. Hein, ce que tu disais, Stéphane, sur la question de choix, la question de... en soi, oui, absolument, la notion de discipline, c'est fondamental parce que l'idée, elle va plus loin. C'est-à-dire que pourquoi on a des maladies neurodégénératives, pourquoi on vieillit on observe des vieillards parfois complètement stupides, mais c'est pas possible, ils ont été intelligents avant. Et simplement parce qu'il n'y a pas cet effort de je prête attention à ceci, mais pas à cela. Je prête attention de telle façon, je prête attention à tel moment, etc. Il n'y a pas tout ce cadrage, il y a plus ou moins une attention diffuse. Et quand après la machinerie vieillit, eh bien, c'est encore plus diffus, c'est la catastrophe. Par exemple, quand on vieillit, il faut le savoir, par exemple, on a plusieurs neurones dans une couche de neurones, mais ces plusieurs neurones, on va s'apercevoir, par exemple, que les connexions, elles vont être espacées, plus espacées en vieillissant, que les neurones eux-mêmes vont fonctionner de manière qui va être plus en retard par rapport à ce qui se passait quand on était jeune. Et on s'aperçoit que le cerveau à 20 ans ou à 70 ans est différent. Donc, c'est à nous de nous entraîner quand on est le plus jeune possible à gérer justement cette connectivité pour qu'ensuite on soit parfaitement dans la machine. La machinerie dans laquelle on est, il faut vraiment le savoir. Il y a un médecin qui est connu sur les médias qui s'appelle un cardiologue, donc Frédéric Salzman,
que je trouve admirable dans tous ces travaux de recherche, eh bien, il a présenté une vidéo assez étonnante, une interview où il dit quiconque meurt avant 120 ans n'a rien compris. Et d'une certaine manière, oui, parce que si on s'intéresse à la barrière de Hayflick en biologie, on sait que les divisions cellulaires, elles nous amèneraient à vivre 120 ans. Or, on vit, pour beaucoup de gens, beaucoup moins, simplement parce que on surdivise, on casse la machine, et on casse la machine déjà parce qu'on n'est pas attentif. Ça revient à ce que disait Serge, on n'est pas dans cette décision d'être attentif à la machine. Donc la machine, la biopsychomachine, je reprends en effet, Stéphane, comme tu le disais, ce terme qui résume très bien la prise de conscience de ce dans quoi on habite. C'est un grand singe, mais c'est aussi une mécanique. Et quand on prend conscience de la mécanique et physiologique, et pour revenir à ce que disait Isabelle, et physiologique et psychologique aussi, parce qu'il faut bien comprendre que la psychologie, c'est pas moi-je en profondeur, c'est un appareillage aussi, mais ce n'est qu'un appareillage. C'est pour ça qu'on travaillera au fil du temps sur ce qui est du domaine corporel, du domaine intellectuel et conceptuel, mais aussi plus tard du domaine émotionnel, parce que certains disent les émotions c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est un conditionnement là aussi. Pareil que certains ont dit ah mais mes réflexions sont à moi, pas plus, ce sont des conditionnements tout ça. Et justement, ce qui est important, c'est le moi qui émerge darwiniennement dans tout cela, qui peut librement prendre conscience de voilà ce que c'est que mes conditionnements, et voilà ce que c'est que moi, non conditionné, ou du moins, alors je reviens un peu sur la question de Stéphane, oui, un moi qui soit pas prisonnier des conditionnements. Alors évidemment, en effet, on se dit j'ai envie d'être libre, et on s'aperçoit qu'on est dans un automatisme un peu moins automatique, mais qui est quand même un automatisme. Donc ça prend beaucoup de temps pour se désautomatiser. Question de Laurent, oui. Oui, alors revenons sur ce que tu viens de dire. Est-ce que la réaction vive, ce qui est normalement quand on ne se maîtrise pas très bien, est-ce que ça c'est mieux de maîtriser ses émotions et réfléchir avant de répondre, ou est-ce que en faisant la réaction vive, qui est souvent, surtout au monde du travail, pas nécessairement la bonne réaction, est-ce qu'on est en train d'être naturel? Est-ce qu'on doit maîtriser nos émotions? Ça serait ma question. Alors, c'est une question multiple. Disons que plutôt que de maîtriser ou contrôler, l'objectif de la neuroconnectique, c'est d'abord d'habiter. Pourquoi? Parce que, alors là, je voudrais référer d'ailleurs à un livre récent d'ailleurs, un livre récent où plusieurs d'entre vous ont collaboré, donc ce livre-là. Et dans ce livre-là, eh bien, donc les divers collaborateurs, dont Aurélie ici présente, et Aurélie a travaillé sur la notion de concept. Et les neurones de concept nous amènent à comprendre, surtout telle qu'elle l'a proposé, et de façon extrêmement, je dirais, pertinente, de se dire, une grosse question, pourquoi il y a quelqu'un en moi qui n'accepte pas de comprendre un concept? Là, on touche aussi justement à l'inconscient, du moins au non-conscient, comme le précisait Serge. Et c'est une grande question, c'est-à-dire, parfois, il y a un geste ou une parole maladroite ou un énervement, que sais-je, dans notre machinerie, mais il ne s'agit pas de se dire je vais le maîtriser, je vais le contrôler. Il s'agit déjà de l'habiter, c'est-à-dire ça a lieu, je me réveille dedans, je prends conscience que oh là là, ah bah tiens, ma machine est en colère, ah bon, et je prends conscience de la colère, cette colère-là, dans ce moment-là, de cette façon-là. Et c'est après seulement que je pourrais envisager peut-être de maîtriser la colère ou d'avoir des jeux sur la colère. Par exemple, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être pas arrivé, mais vous êtes en colère avec quelqu'un, justement c'est une colère consciente. Vous savez qu'il faut bouger ce quelqu'un absolument. Donc vous êtes en colère, mais quelqu'un d'autre arrive, par exemple un petit enfant complètement innocent, et là au lieu d'avoir votre colère qui irait mécaniquement vers l'autre, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter, elle est comme un phénomène en physique
là, je ne trouve plus mes mots, comme une toupie, c'est-à-dire, je ne trouve plus mes mots. Enfin bon, vous n'arrivez pas à arrêter le mécanisme. Et bien là, vous stoppez le mécanisme, vous offrez un grand sourire au petit enfant et vous reprenez votre colère avec l'autre. C'est ça qui devient intéressant, c'est de pouvoir habiter dans la machine. Et donc, Laurent, pour te répondre, la maîtrise est extrêmement importante, oui, mais d'abord, observer ce qui se passe. Alors, je vous donne un exemple d'ailleurs très concret, où vous vous en rendrez compte. Lorsqu'on commence les travaux dirigés de neuroconnectique, on travaille, comme le soulignait Serge, en premier sur ce qui est corporel, parce que le corps est tout le temps là. Si vous voulez travailler sur une pensée, ah, tiens, j'ai déjà oublié ma pensée, c'est plus difficile. Donc, on travaille sur le corporel. Mais alors, le corporel, par exemple, on montre à quelqu'un, tiens, regarde ta posture de maintenant. Et la personne qui est comme ça, très souvent, Carole en grand sourire, ben voilà, exactement. Tiens, tu peux t'observer ce qui vient de se passer, Carole. Là, on est pris dans un processus qui est chez les grands singes, chez les chimpanzés, mais aussi chez les humains sapiens. On se dit, oh, je dois avoir un défaut. Ah, je retire mon défaut. Et donc, on ne peut pas observer ce qui se passe, puisqu'on a retiré ce qui se passait. Et donc, les premiers travaux dirigés de neuroconnectique vont vers l'effort d'observer vraiment, sincèrement, comme si on observait quelqu'un d'autre. Comme si on se réveillait un habitant dans la machine, dans le robot. Je suis un habitant dans le robot. Et si je suis comme ça, enfin, je suis. La machine dans laquelle j'habite est comme ça. Il faut bien distinguer les termes. C'était celui qui a donné à Sigmund Freud, qui s'appelait, si je m'en dis, s'appelait Sigmund, c'était Sigmund Essner, qui était un psychologue de cette époque-là, du début, d'ailleurs de la fin du 19e siècle, et qui avait été le premier à travailler sur le Das Es, et justement la question de se dire, si je dis, et là il y a un paradoxe, je dis, j'ai mis ma main là, puis après je dis, ah j'ai pris conscience que j'ai ma main là. Ben non, c'est absurde. C'est comme quelqu'un qui vous dit, ah j'ai rêvé un cauchemar. C'est absurde, c'est pas j'ai rêvé un cauchemar, c'est mon RAFé, mon système dans les neurones de la base, là, ont rêvé, dans le corps chevalier latéral, ont rêvé un cauchemar. Et moi, je me réveille dedans, quel enfer! Là, c'est pareil. Si jamais j'ai la main qui s'est posée là, je dois dire, ma machine, la biopsychomachine, a placé la main ici. Et alors là, c'est là qu'arrive l'émergence d'une conscience, je prends conscience de cette main qui est ici. Et c'est là, évidemment, qu'on va commencer à pouvoir travailler. Donc là, c'est tout le stade 2 de veille qui se développe. Et puis, au bout d'un moment, et justement, je vais pouvoir, après, alors là, je termine ma réponse pour toi, Laurent, c'est, oui, je vais pouvoir me dire, là, je maîtrise cette main qui vient cacher ma bouche, par exemple, et je décide que je vais la mettre en dessous, ou que je ne vais pas la mettre du tout, je vais économiser l'énergie de ce bras levé, par exemple. Mais avant de piloter l'avion et de me dire j'économise de l'énergie et du kérosène, je vais commencer par me dire j'observe comment ça fonctionne et après, en étant habitant, je peux décider, stade 3 de veille, de modifier la programmation. D'autres questions? Constantin? Alors, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais envoyé comme... Ah oui, tout à fait. Alors, le projet de livre futur, ça c'est aussi interpellant. Alors, je viens, excusez-moi, de cliquer où il ne fallait pas. Ça va être là. Oui, c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Désolé, je n'arrive pas à retrouver les questions. Bon, quelqu'un d'autre regardera sur l'ordinateur si nécessaire. Jusqu'à présent,
les 7 premiers groupes de formation et de recherche en neuroconnectique étaient en réalité des groupes de formation. En fait, on n'avait pas travaillé la recherche parce que, tout simplement, on se disait, il faut d'abord que les gens soient formés, et après, on va travailler de la recherche. Malheureusement, il s'est avéré que beaucoup de gens nous disaient au revoir. Il y a eu 2 jeunes hommes qui nous ont aidés en étant chargés de travaux dirigés, pardon, pendant un petit moment, puis ont disparu. Il y en a un qui est revenu l'année dernière, qui nous a donné un grand coucou à Serge et à moi après 4 ans de complète disparition. Mais bon. Et donc, on s'est rendu compte que quand on disait à beaucoup de gens, ce qui est écrit dans tous les livres, le paiement de cette formation, c'est de rendre service, c'est d'avoir du cœur, et de penser aux autres, de sortir de l'égoïsme, et de se dire, je vais à mon tour être chargé de travaux dirigés, je vais à mon tour participer à des écrits. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui comprenaient qu'il fallait prendre, mais aussi donner. Pourtant, donner, ça permet d'évoluer, parce que si je donne un cours à quelqu'un, je renforce ma connaissance. C'est comme ça qu'on explique aux étudiants comment réussir très loin. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et donc là, on a procédé d'une façon très à l'envers. J'avais présenté justement au directeur commercial que je connais, donc des éditions universitaires européennes, je lui avais annoncé en 2016, j'aurai 2 livres à vous soumettre dans les années qui viennent, un livre de neuroconnectique expérimentation, puis un livre de neuroconnectique cognition, en me disant, j'ai expérimenté avec des gens, ça va être superbe, et puis après on aura du travail, et on pourra réfléchir à comment fonctionne le cerveau. Et je me suis rendu compte que ça ne venait pas. Donc j'ai inversé. J'ai publié le livre sur la cognition, avec quelques-uns qui m'ont aidé, dont Serge et Stéphane autour de moi ici présents, et puis quelques autres. Et puis au bout d'un moment, eh bien, j'en suis arrivé à proposer, et vous êtes plusieurs ici à avoir collaboré sur ce projet, de travailler justement sur un livre avec des expérimentations, et sans avoir avant, excepté quelques-uns tels que notamment évidemment Soul qui est là, ou Stéphane à côté de moi, qui avait commencé à travailler sur la formation et qui pouvait donc en même temps réfléchir à, au-delà de la formation, comment rentrer dans une expérimentation ou une autre. Expérimentons sur les neurones miroirs, expérimentons sur les neurones de lieu, sur les neurones sensorimoteurs, etc. Et là, maintenant, ce qui devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir, dans ce groupe numéro 8, revenir sur l'idée initiale, c'est-à-dire d'avoir un groupe de formation et vous inviter à une expérimentation chacune, selon vos souhaits, dans une démocratie vivante. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est après une publication qui sera là, renforcée par tout ce travail d'auto-observation et d'expérimentation de base, basique, sur comment ça fonctionne si j'essaie de connecter ceci et cela en moi en termes d'attention. Voilà, je pense avoir un peu avancé. Qu'en dites-vous ? Ça me plaît bien, cette idée. D'accord. Alors, j'observe une Aurélie qui tousse, mais joyeuse. J'ai vu un Constantin en grand sourire et validant du chef ce que venait de dire Isabelle. Et je remercie Serge qui a la grande bonté de me permettre de travailler sur la suite. Donc oui, je vous présentais un petit peu donc, le projet d'écriture. Et donc en 3e position, ne soyons plus nombreux parce que, alors je vous raconte encore quelques petits déboires qu'on a connus au fil des années. Comme je vous disais, on a eu 2 groupes où on était vraiment nombreux, on a été jusqu'à une douzaine, 3 et 4, donc Amaury qui nous rejoindra depuis London, j'espère bientôt, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent être dans nos horaires et dans nos mêmes jours, donc on décidera de telle ou telle date entre nous. Mais ce qui est important, c'est de savoir que plus on est nombreux, plus on reste nombreux, parce que malheureusement, on s'en rend compte qu'il y a des gens qui sont ce que j'appellerais des fous, je prends des termes modérés, mais que je considère comme réels. S'il y a une connexion établie entre mes neurones de la décision et mes neurones de l'action,
donc ce qui est le présent puis le futur, ce qui devient peu à peu le passé et le présent, eh bien, je dis je suis dans un groupe et je suis dans le groupe. Alors, je ne peux pas y être tout le temps. Par exemple, Carole qui m'expliquait, Mélanie, ma fille, serait intéressée, mais c'est pas possible. Isabelle qui me disait, Tom, mon fils, il risque d'être pris comme ci, comme ça. Et là, j'ai eu Leïla qui me parlait récemment, qui me disait, ça m'intéresse beaucoup, mais et pour mon mari et pour mes fils, mais nous, on n'est pas sur les mêmes horaires. Et Soum aussi, qui m'a expliqué le contraire, c'est-à-dire moi, je préférerais plutôt que ce soit plus tôt, avant 20h, et là, ce serait plutôt après 21h. Et là, la solution, c'est de filmer et de permettre à chacun d'attraper des moments. Et évidemment, vous l'avez compris, la richesse d'un groupe, c'est que chacun arrive avec son vécu. C'est humain, c'est chaleureux. Et en plus, c'est intelligent parce que on aura tous pensé ceci, cela, mais pas celui que tel ou tel nous apporte. Et en même temps, ça crée une cohésion d'amis qui se retrouvent 20 ans ou 30 ans plus tard en se disant « Ah, tu te souviens à cette époque-là ?» Donc, c'est extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique. Or, comme on sait que malheureusement, il y a des gens qui sont ce que j'appelle des fous, c'est-à-dire psychiatriquement, ils n'ont pas compris qu'il faut être stable le plus possible dans l'affirmation de « je viens à rendez-vous », même si, comme je viens de le dire, on est souple, il y a des moments où ce n'est pas possible. Eh bien, on a un groupe, puis soudainement, « Ah, moi, je ne peux plus venir. Ah, moi non plus, puis moi non plus. » Et alors là, c'est la bérésina, parce que quand il y en a 3-4 dans un groupe de 8 qui disent soudainement « Ah, moi, je ne peux plus. Ah, moi non plus. Ah, moi aussi, je ne peux plus. » Et puis là, on se retrouve à 3-4, jusqu'au moment où on se retrouve à 1 ou 2. Ça a été le cas d'un groupe où il y avait justement Stéphane et Soum qui sont ici présentes, où Serge et moi, on a dit, bon, on arrête parce qu'un groupe à 2, c'est pas très bien. Simplement que le groupe qui revient après, donc numéro 8, eh bien, c'est quand même 4 ans plus tard. Donc, essayons de rester constant, de rester présent, même si on ne peut pas de temps en temps. Et d'ailleurs, parenthèse, je me tourne vers Aurélie, donc j'ai reçu un message, alors, tu es peut-être au courant, je ne sais pas, donc il y a Emma Noémie qui nous quitte. Bon, on ne peut pas. Un peu triste, mais bon, elle n'était pas très liseuse. Hein. Je lui avais envoyé le texte de Soum, elle m'avait avoué, oui, j'ai lu le résumé. Ah. Mais par contre, Clara nous quitte, mais avec des mots très gentils. C'est-à-dire, elle nous quitte parce qu'elle a une problématique. Je vais le lire parce que même si on est dans l'histoire, mais c'est très joli. Alors, est-ce que je trouve tout de suite exactement toujours le problème? Alors, juste un tout petit instant, excusez-moi. Voilà. Donc, Clara. Voilà. Donc Clara, voilà, bonjour. Je vous remercie pour votre mail ainsi que le précédent. Cependant, suite à de récents changements dans mon projet professionnel, je ne pourrai finalement pas participer au projet. Je ne pourrai pas y consacrer suffisamment de temps tel que je le souhaiterais et j'ai malheureusement des priorités qui m'empêchent d'introduire de nouveaux projets pour l'instant. C'est intéressant de souligner pour l'instant. Je m'excuse pour ce revirement tardif de décision. Là, on n'est pas dans un cas psychiatrique, on est dans quelqu'un qui a conscience que c'est un revirement et en même temps, pour l'instant. Je souhaite cependant à ce projet une excellente continuation et espère un jour pouvoir le lire. Voilà. Ça, c'est un très joli mail qui mérite qu'on la tienne informée, évidemment, avec beaucoup de gentillesse et qu'on se dise qu'elle va peut-être nous rejoindre. Ce que j'avais dit d'ailleurs quand il y avait un souci avec Tom et Sephora au niveau d'Isabelle, qui était au Canada, donc à ce moment-là, tous les deux, donc deux jeunes gens qui ne pouvaient pas, mais si ce n'est pas tout de suite, il y en a qui peuvent nous rejoindre. On l'a travaillé dans le passé, on a eu 2 groupes d'ailleurs, où avec beaucoup de gentillesse, on a pris des jeunes gens qui arrivaient sur le tard, et on leur a dit, on va vous donner du cours en accéléré, donc que ce soit toutes les 2 semaines, c'est toutes les semaines. Évidemment, on n'a pas le principe pédagogique que j'évoquais un petit peu avant, donc de volonté, intentionnalité, mais on a au moins l'expérimentation qui avance et qui permet de rejoindre le groupe. Donc là encore, si vous rencontrez des gens, et je relance donc ma question numéro 3, qui vous disent « ça m'intéresse », osez leur dire de venir pour qu'on soit plus nombreux, parce que malheureusement, il y a des défaillances et
Et même s'ils arrivent en retard avec, voilà, pas 6 mois de retard, parce que là, c'est trop dur à rattraper, mais 1 ou 2 mois de retard,